مساء الخير. نحن سعداء بلقائكم اليوم في هذا المقهى الأدبي فاطمة المرنيسي اللي هو منظم من طرف كرسي فاطمة المرنيسي بالرباط. والموضوع ديال اليوم موضوع جد مهم، ويعني عنده واحد الحمولة مهمة جدا، وهو موضوع ماشي رجولة. أشنو هي الرجولة؟ وأسئلة حول الرجوليات. En français, ماشي رجولة ce n'est pas une masculinité. أشنو هي الرجولة؟ Qu'est-ce que c'est que là ou les masculinités? Et en question, les masculinités en question. Alors, اليوم غادي نستقبلوا الشاب والباحث سفيان حناني، وهو باحث في علوم الصحة. يعني قدم الأطروحة ديالو في الأسبوع الماضي، هنيئا له. وفي نفس الوقت ناشط من أجل حقوق الإنسان، وهو المؤسس لمجموعة إليل ومنصة ماشي رجولة الرقمية. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ اخترنا هذا الموضوع لأن مفهوم الرجولة يشير عادة إلى السلوكات والتعابير والممارسات التي تكون في ذهن المجتمع مرتبطة بالرجال وبالرجال فقط، والتي يتم تعريفها على أنها غير أنثوية، بمعنى أن مفهوم الرجولة هو مفهوم يعني غير أنثوي، إذ أن محتويات هذه السلوكات وهذه التعابير وهذه الممارسات والامتدادات ديالها في علاقتها بالجندر تختلف بمرور الزمان ووفقا لسياقات اجتماعية وثقافية محددة، وعلى وجه الخصوص وفقا لسيادة النظام الاجتماعي الأبوي الذي يكون فيه الرجل هو مركز السلطة. مع التغيرات الاجتماعية التي كرستها النسوية الفيمينيزم وإعلان المساواة بين الجنسين كحق إنساني عالمي، فهذه الصور النمطية المرتبطة بالرجولة المهيمنة وجدت نفسها مهزوزة بسبب تكريس لمواقف وأفكار جديدة مرتبطة بمفهوم الرجولة، مما جعل هذا المفهوم في الأخير متنوعا ومتعددا. واليوم يتفق جل الباحثين في جميع المجتمعات على أن ربما هذه السلوكات والممارسات قد تعبر هذه السلوكات والممارسات الجديدة، وهذا يعني التشنج اللي يمكن يتلقى في هذا الموضوع قد تعبر عن أزمة رجولة تكاد تكون عالمية، وقد تدل على نهاية البطريركية بالنسبة للبعض. وهذه الظاهرة هذه عامة في العالم ككل، بما فيه المجتمعات العربية الأمازيغية الإسلامية ومنها المجتمع المغربي، وإن كان في هذه المجتمعات لا زال النظام الأبوي هو محور التنظيم الاجتماعي، فرغم ذلك هو لا يفلت من الطرفات التي تحدث على مستوى العالم. Alors, je vais passer en français parce qu'il nous a été dit que nous avions des participants avec nous qui ne sont peut-être pas du Maroc et donc qui ne comprennent pas et ne parlent pas l'arabe, pour dire premièrement que dans ce café littéraire, nous allons jongler entre la langue arabe et la langue française, et que de fait, les intervenants, comme les questions qui seront posées à travers le chat, peuvent être posées dans les deux questions. Le thème d'aujourd'hui, d'abord nous sommes dans le cadre du café littéraire Fatemeh Mernissi, qui est organisé dans le cadre de la chaire Fatemeh Mernissi, qui est hébergée à Rabat en particulier. Et le thème de la séance d'aujourd'hui concerne les masculinités en question, dans le sens où, de par le monde, il semble actuellement y avoir une tendance à dire que les masculinités traditionnelles, telles qu'elles ont toujours été comprises, vécues et pratiquées, pouvaient ou seraient en train de vivre une crise. Et les sociétés telles que la société marocaine, qui sont des sociétés que l'on pourrait dire traditionnelles dans le sens de la modernité, qui sont des sociétés traditionnelles, n'échappent pas à cette
supposée crise des masculinités. Pour discuter de cela, nous recevons aujourd'hui Soufiane Hennani. Soufiane Hennani est un jeune qui est fraîchement docteur en biologie de la santé et qui est en même temps un militant pour les droits pour les droits humains, aussi qui se dit être un homme féministe et qui a été l'initiateur d'une initiative de podcast intitulée « Ce n'est pas une masculinité, Meshi Rojula » que nous allons le laisser nous présenter. Alors, Soufiane présente son initiative comme suit. Il dit qu'il s'agit d'une initiative de podcast 100% marocain qui promeut les masculinités positives. Et il part du fait que quand on cherche le terme masculinité dans le dictionnaire, on trouve qu'il s'agit d'un ensemble de caractères, de comportements stéréotypés correspondant à une image sociale traditionnelle des hommes. Cela voudrait dire que les caractères attribués à la masculinité sont strictement liés au sexe biologique et qu'on ne peut parler que d'un seul genre et une seule expression de ce genre qui sont liées au sexe masculin. Pourtant, de nouvelles études à travers le monde considèrent qu'il n'y a pas une, mais plusieurs masculinités et que ces masculinités sont plurielles, qu'elles sont diversifiées et qu'elles sont multiples. Initiateur du collectif ELI, dans le cadre du collectif ELI, cette initiative Meshi Rojula est une plateforme digitale qui vise, à travers un prisme féministe, à repenser la masculinité dans une société patriarcale comme au Maroc. C'est un projet qui n'est pas destiné à diaboliser les hommes, mais plutôt à mettre en évidence les effets nocifs et socialement destructeurs de certains idéaux traditionnels, des comportements masculins tels que la violence, la misogynie, le harcèlement, l'autosuffisance, etc. Et cela par et pour la promotion de la défense de masculinité positive et plurielle. Les podcasts de cette initiative invitent, à travers un débat ouvert et constructif, aussi bien des penseurs que des intellectuels, des artistes et d'autres personnes plus ou moins engagées, à reconsidérer la notion de masculinité dans la société marocaine, masculinité au pluriel. Partant du fait que les violences faites aux femmes et aux personnes minorisées sont le reflet de ce qu'il appelle une masculinité toxique, ces podcasts entendent déconstruire ces formes de masculinité toxique pour promouvoir une masculinité positive. Alors, pour cela, nous allons d'abord donner la parole à Soufiane Hennani, qui va nous parler plus en détail de cette initiative, pour ensuite ouvrir un débat avec les participants à ce café littéraire, alors qu'ils sont priés d'écrire leurs questions ou leurs réflexions sur le chat que vous avez à droite de votre écran, lesquelles questions seront par la suite posées et feront l'objet d'un premier débat. Il s'en suivra ensuite deux présentations, une qui sera faite par Leila Bouassria, qui va nous donner un regard sociologique sur cette initiative de Soufiane Hennani et aussi sur le thème des masculinités, suivi d'un regard de Farid Mrini, qui est psychanalyste, qui nous donnera lui aussi son regard à partir de sa spécialité. Voilà, Soufiane Hennani, à toi la parole. Bonsoir Madame Mouzaksous, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi vous et de pouvoir échanger avec vous et donc partager mon expérience de Meshi Rojula. Je trouve cela très intéressant à la fois parce que ça me permet de parler de mon expérience en tant que concepteur de cette initiative, mais aussi donc voilà, d'apprendre à travers ces échanges pour pouvoir justement continuer à faire ce podcast et donc débattre sur ce que c'est les masculinités, plus particulièrement au Maroc. Donc oui, par rapport à Meshi Rojula, donc j'aimerais commencer par parler un peu du contexte de la création du podcast.
C'est vrai que l'idée de podcast m'est venue pendant le confinement. Donc, voilà, je pensais à faire une production sur Internet. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et du coup, l'idée de parler des masculinités m'était très évidente parce que c'est un sujet qui m'interpelle en tant que citoyen marocain. Et donc, les masculinités, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Donc, avant de parler des lectures et donc ce qui m'a inspiré en tant comme écrivain, comme écrivaine, comme philosophe, etc., c'était tout d'abord le contexte social, c'est-à-dire ce que c'est être un homme au Maroc, donc depuis, en tant que construction sociale, c'est-à-dire depuis la naissance, donc dans la famille, dans l'espace public, à l'école, avec mes amis, dans les espaces professionnels, etc. Et donc c'est de cette idée-là que je me suis dit, il est quand même très très important aujourd'hui de parler des masculinités, aussi parce que je me suis toujours dit que même quand on parle des droits, donc des droits des femmes, des engagements des hommes, etc., donc les hommes font partie du problème. Et du coup, ils doivent faire partie de la solution. Et donc, voilà, j'ai eu l'idée de produire ce podcast pour libérer la parole sur les masculinités. Attention, je dis bien les masculinités, mais pas libérer la parole des hommes, parce que apparemment la parole des hommes est quand même assez libérée quand il s'agit de la politique, quand il s'agit du sport, quand il s'agit de beaucoup de choses, beaucoup de sujets dans la société. Donc les hommes en parlent, etc. Mais pas quand on parle des masculinités. C'est-à-dire, je pense, et je le dis sincèrement, en tout cas à travers mes recherches, etc., c'est le sujet dont on parle le moins en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme et en général de la société, c'est ce que c'est les masculinités. Il y a beaucoup d'évidence, il y a beaucoup de non-dits sur ce que c'est les masculinités dans notre société. Et donc voilà, l'idée est venue justement pour parler des masculinités d'une façon très intersectionnelle, c'est-à-dire dans la religion, dans les arts, dans la santé mentale, dans beaucoup de sujets, d'ailleurs qu'on voit au fur et à mesure dans le podcast. Il y a aussi, pourquoi Messie Rojoula? Pourquoi Messie Rojoula? Parce que le mot Rojoula, aujourd'hui très utilisé par les jeunes, en tout cas moi en tant que jeune, c'est un mot que j'entendais un peu partout. C'est vrai que nos parents disaient avant Messie Rajel, donc soit Rajel ou la Messie Rajel ou la... Aujourd'hui, il y a un autre mot qui émerge, qui est celui de Rojoula. D'ailleurs, même avant, on disait Rojla. C'était en dérigeant, on disait Rojla. Aujourd'hui, chez les jeunes, dans la société, on entend beaucoup plus le mot Rojoula. D'ailleurs, cette question se pose beaucoup. Beaucoup de gens me disent pourquoi Messie Rajel, pourquoi autre chose et pourquoi surtout Messie Rojoula. Moi, je trouve que dans le mot Rojoula, il y a aussi beaucoup d'exagération. C'est-à-dire comme si être un homme ne suffisait pas. C'est-à-dire il fallait créer c'est comme si on dit à quelqu'un, tu es l'amour. C'est-à-dire l'exagération. Donc, Rojoula, c'est un individu qui va représenter tout un concept qui est Rojoula. Et donc, dans voilà, c'était vraiment ce questionnement-là, ces réflexions-là qui m'ont poussé à poser beaucoup de questions sur ce que c'est Messie Rojoula. Évidemment, je suis incapable, et je le dis, de réfléchir sur ce que c'est les masculinités, à la fois dans la religion, dans les arts, etc. Et donc, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire tout seul. Et donc, j'ai pensé à inviter des personnes qualifiées, concernées, qui maîtrisent cette question-là à partir de leur perspective. Je cite à titre d'exemple Madame Asma Al-Marabet, quand elle parle dans le podcast Messie Rojoula des masculinités en islam, de plusieurs artistes que j'ai invités dans l'épisode sur les arts, etc. Et d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion et le temps d'écouter le podcast Messie Rojoula, dans le cadre de cet échange, donc voilà, j'ai préparé un petit montage qui illustre un peu l'initiative avec quelques témoignages de nos invités et des témoignages, mais aussi quelques questions que
je pose pendant le podcast. Et donc, je prie Monsieur Youssef de partager la vidéo. Youssef? Youssef? On n'a pas de son, non. On vient d'afficher qu'il n'y a pas le son. Effectivement, moi, je n'entends rien. Est-ce que vous entendez quelque chose? Non. Sofiane, peut-être que tu peux continuer à parler. Le temps, tu peux continuer à parler. Ah, apparemment, c'est en train d'être lancé. C'est bon, Youssef? Très bien. لا علاقة لها بالجنس. ماشي بالضروري نديفينيو راسنا سكو راجل ماشي راجل. C'est une construction sociale qui a été pensée en fait pour instaurer un ordre social. Moi, je ne leur tourne pas le dos parce que je comprends pourquoi il y a chez eux de l'homophobie, pourquoi eux-mêmes, alors qu'ils ont subi l'hokra, ils la reproduisent. ما تعنش راسك، ما تعنش قلبك، ما تعنش le sentiment que tu as. أنا بعدا باش نجاوب على شنو هي الرجولة، علاش ما كنسمعوش الأنوثة؟ انا كنظن باللي ما كاينش رجال خايبين ورجال مزيانين ولا رجال سلبيين ورجال ايجابيين، كيف ما كاينش بشر خايب وبشر مزيان، ولكن كاين وضعيات وسلوكات اللي خايبه ولا اللي سلبيه. انا اول مثال شفته في حياتي على الرجوله هو بابا الله يرحمه، لانه بابا كان من واحد النوع اللي كيهتم بينا. انا ليماج ديال بابا باقا قدام عيني، انه كان كيلبسنا كيغسل الماعن في الدار، كيعاون ماما. دونك انا في الاول ديك الفكره ديال الرجوله من البدايه من وسط دارنا كان عندي عليها واحد المفهوم وما غاديش يتبدل. الرجولة من البزولة. تفكرت ديك الأغنية ديال ما عرفتش شكون اللي كان كيقول الرجولة من البزولة. شنو هي الرجولة بالنسبة ليا؟ شنو هي الرجولة؟ واحد المفهوم غامض. انت ماشي راجل. انا ماشي راجل. رجولة منذ الطفولة. هذا ولد امه. كون راجل صح. انا راجل واجبه. راجل الروايجل ماشي راجل. الروايجل مع راسك. الرجولة منذ الطفولة. رجل. الراجل كلمة. انا راجل كنبكي. ماشي رجولة، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. في الإسلام خصو يجوز مراته يفرح بها وهي باش هي تيتفرح به. الرجل الصالح هو يكون مزيان ويربي وليداته مزيان ويقريهم. كريمة، لما انت بغيت تقولي انت ماشي رجل، ماشي رجولة يحسب لك راسك واعر، ماشي رجولة انك ما تبكيش، ماشي رجولة انك ما تعترفش بالضعف ديالك، وماشي رجولة انك بدل ما تعترف وتقول اشنو اللي ضارك تحقر على واحد اخر. صافي. كان معكم سفيان بالرجل. ماشي رجولة، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. بينا بصح ماشي سهل تكون راجل، وبينا حنا عارفين هذه القضيه، وبينا بلي حتى العيالات في المغرب عارفين بان ماشي سهل تكون راجل، حيت ديما دايرين لهم مفشينهم بزاف. كاين واحد الديفو العيالات مفشين الرجال بزاف في المغرب، وكاين حتى الامهات مفشين ولادهم بزاف. دونك خصهم يعرفوا هذه القضيه بعدا بان عندهم لي بريفيليج يعترفوا بها، وبينا بصح هذاك لو بريفيليج تيعطي واحد لا بريسيون بعد النوبات، ولكن الواحد خصو اليوم يكون مستعد يعيش en harmonie avec l'autre، ou l'autre
هو لا فام، هو لا سوسيتي، هو لا ديفيرونس. وديك لا ديفيرونس ما حنا غادي نقبلوا لا ديفيرونس في تو لي زاسبي ديال المجتمع، ما حنا يمكن نزيدوا لقدام ونعيشوا حسن مع بعضياتنا ومع راسنا. Oui, alors, oui, ça c'était quelques, voilà, des passages de Monsieur Rojoula, des témoignages, des paroles de nos invités, etc. Oui, alors moi je trouve que chaque passage, chaque témoignage, en fait, il ouvre le débat sur un sujet très important en relation avec les masculinités. Après, moi, j'aimerais surtout parler, non parce que c'est le plus important, mais c'est parce que ça me permet aussi de définir le projet Machi Rojoula, un témoignage très particulier de l'activiste Amina Tras, qui dit une chose très très importante et qui représente beaucoup ce que c'est Machi Rojoula, quand elle dit qu'il n'y a pas des hommes toxiques et des hommes positifs, il y a des comportements toxiques liés à la masculinité et des comportements positifs liés à la masculinité. Je trouve que ça, c'est quelque chose quand même qui définit très bien l'initiative Machi Rojoula, parce que c'est vrai que nous, notre idée de base, en fait, c'était pas, et comme vous l'avez mentionné, Madame Zaxou, c'est pas de diaboliser les hommes, c'est-à-dire, ça nous intéresse absolument pas de coller des étiquettes aux hommes, c'est-à-dire prendre un homme et chercher s'il est positif ou toxique et voir donc le pourcentage de sa toxicité, etc. Mais surtout, donc, de mettre la lumière sur ce que c'est un comportement toxique et comment ces comportements toxiques se construisent. Je donnerai à titre d'exemple, par exemple, oui, le mansplaining, qui est un comportement toxique très, très, très fréquent. Et parce que moi, l'initiative Machi Rojoula elle avait un côté intime personnel, c'est un exemple que j'aime beaucoup citer. Moi, en étant biologiste, je me souviens très bien quand j'étais au laboratoire, donc je voyais souvent donc, des jeunes hommes qui venaient, par exemple, au laboratoire et, par exemple, qui essayaient d'expliquer à une femme experte, c'est-à-dire qui a passé quand même 5 ans, 6 ans au sein du laboratoire, on essaie de leur expliquer comment une machine fonctionne. Alors que des fois, c'est vraiment, ça se trouve que c'est la première ou la deuxième journée de ce jeune au laboratoire. C'est-à-dire ces comportements, je cite le mansplaining à titre d'exemple, mais il y a vraiment beaucoup, il y a le harcèlement sexuel dans la rue. Donc tout ça, c'est des comportements donc, liés à la masculinité. Et je pense que l'initiative Machi Rojoula est venue justement pour ça, pour libérer la parole sur ces sujets-là et d'en parler voilà, ouvertement et avec un débat de fond. Et je pense aussi, j'aimerais aussi parler de la langue, c'est-à-dire pourquoi on fait Machi Rojoula en Darija. Je crois que le choix de Darija, c'est aussi un choix politique parce que ça nous intéressait de produire ce podcast en Darija. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la documentation sur les masculinités, effectivement, il y a beaucoup de références en anglais surtout, mais aussi en français, en arabe classique, mais on trouve très peu de matière en Darija, alors que c'est le but quand même final de déconstruire ces masculinités-là, c'est de changer les comportements de citoyens et d'aller plus vers une masculinité positive. Après, pendant les débats, on pourrait quand même revenir sur la définition de ce que c'est une masculinité toxique, une masculinité positive. Et donc, la langue, je pense que je trouve que c'est quand même très, très important de produire un savoir en Darija. C'est-à-dire, c'était même un challenge, un défi de définir ce que c'est, par exemple, le mansplaining en Darija. Parce que c'est des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas une traduction en Darija, et donc de finalement parler du mansplaining en Darija, parler de purple washing en Darija, et d'expliquer ça au grand public d'une façon très, très ouverte et très sereine.
Et je pense ça aussi, et d'ailleurs je reçois d'ailleurs même pour notre rencontre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, la question de la langue se pose beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je suis pas sûr que cela augmente c'est-à-dire l'audimat, le nombre de personnes qui nous suivent, etc. Mais les gens trouvent cela intéressant quand c'est en Darija et quand ça arrive à la cible. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi parler des pourcentages des gens qui nous écoutent sur les plateformes de téléchargement légal. Je me souviens qu'au premier jour, juste après la diffusion du premier épisode, nous étions écoutés par 60% des femmes et 40% des hommes. Avec une tranche d'âge qui n'a jamais changé d'ailleurs, qui est de 17 à 22 ans. C'est la majorité la tranche d'âge la plus importante. Et 3 semaines plus tard, je crois que c'était juste après la diffusion de l'épisode sur les masculinités dans les arts, les pourcentages se sont inversés. C'est-à-dire, nous étions écoutés par 40% des femmes et 60% des hommes. Et moi, je trouvais ça quelque chose quand même très important parce que d'une façon, notre cible quand même reste les hommes, parce que même moi, quand je fais l'introduction en tant qu'animateur au début du podcast, ça se fait, je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux hommes pour questionner et interroger leur comportement dans la société. Après, aujourd'hui, quelques heures avant notre rencontre, je suis allé vérifier et je vois qu'aujourd'hui, nous sommes écoutés par 43% des hommes, 45% des femmes, 2% des personnes qui s'identifient comme non-binaires et après, le reste, c'est des personnes qui n'ont pas spécifié leur genre. Et je trouve ça que quand même, c'est aujourd'hui très indicatif, c'est-à-dire parler des masculinités, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Concerne les jeunes, les moins jeunes, concerne les hommes, concerne les femmes, concerne les minorités de genre. Et c'est quand même un débat très important. Je pourrais aussi parler de pourquoi je fais Machir Rojoula. C'est une question qui revient souvent. Donc, pourquoi je fais Machir Rojoula? Moi, franchement, je le fais par engagement citoyen, je le fais en tant qu'homme, je crois que je le fais aussi en tant qu'activiste des droits humains, parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir une diversité sociale sans avoir une diversité au sein des masculinités. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi penser les masculinités d'une façon beaucoup plus diversifiée. C'est décrit un peu dans la littérature, donc quand on lit la définition des masculinités par la sociologue australienne Connell, mais d'une façon beaucoup plus vulgarisée, je pense que oui, le fait aujourd'hui de considérer qu'être un homme, c'est quelque chose qui se conjugue au singulier. C'est-à-dire un homme, c'est vraiment un homme viril, principalement un homme valide, valide financièrement, sexuellement, socialement. Penser que l'homme ne peut avoir qu'une seule orientation sexuelle et du coup, tous les autres hommes deviennent moins valides. Et d'ailleurs, ils ne sont pas acceptés ni dans les espaces masculins, les espaces des hommes, ni dans les espaces des femmes. Et c'est quelque chose qu'on voit, donc on peut citer un exemple donc de ce que pense la société, les femmes et les hommes sur un homme qui ne répond pas justement à ces critères très hégémoniques. Je crois aussi qu'il y a le fait de... par exemple, en Darija, le fait de parler de Rojoula, c'est vrai qu'en Darija, c'est assez compliqué parce que quand même le mot Fuhula, c'est pas un mot qui revient souvent. C'est-à-dire, on entend plus Rojoula. Je trouve que Rojoula, ça représente à la fois la masculinité et la virilité. Et la preuve, c'est que voilà, la virilité en étant un caractère attribué à la masculinité, c'est-à-dire c'est plus lié à une expression sociale, à une expression de genre.
Et en Darija, on peut dire à un homme qui a une expression de genre assez différente de ce qui est répandu dans la société, on lui dit tarjel ou la korrajel, etc. C'est-à-dire le mot rojola représente les deux à la fois. Et je pense que ouais, aujourd'hui, quand même, c'est pour parler de cette virilité, de ce que c'est la virilité, ce que c'est être un homme, il faudrait passer par une déconstruction de cette masculinité-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers le podcast Machi Rojoula. Moi, donc je juste mes notes. Je vais parler rapidement donc des lectures qui m'ont inspiré. Je suis très content d'ailleurs aujourd'hui que je suis invité dans le cadre du café de Fatima El-Mernissi, parce que c'est vrai que Fatima El-Mernissi, c'est une écrivaine qui m'a beaucoup inspiré et elle a beaucoup stimulé à travers ses écrits et ses réflexions. Tout ce que je pense aujourd'hui de la masculinité, je crois que c'est quelque chose qui est très... c'est un plus dans ce féminisme que Fatima El-Mernissi représentait, parce qu'on trouvait, pas que dans les lectures de Fatima El-Mernissi, mais surtout dans les lectures de Fatima El-Mernissi, c'est-à-dire la masculinité est présente, c'est-à-dire on parle de ces hommes positifs, on parle de comment les hommes peuvent apporter des choses au combat du féminisme sans pour autant se réapproprier la parole des femmes, parce que ça c'est quelque chose de très important que je voulais aussi mentionner. C'est bien de se considérer, d'ailleurs c'est comme ça qu'on se considère dans le podcast Machi Rojoula, des alliés des femmes. C'est très important pour nous de se dire, moi j'aime beaucoup le mot féministe et je serais très ravi et honoré de me considérer comme homme féministe, mais je préfère de loin le mot pro-féministe qui représente beaucoup plus être un allié des femmes. C'est-à-dire, on ne se réapproprie pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, mon vécu d'homme me fait échapper des choses dans le vécu des femmes, dans les droits des femmes. Et d'ailleurs, je ne connais toutes ces choses-là qu'à travers les vécus des femmes. Par contre, ce que je pourrais apporter en tant qu'homme pour les droits des femmes, c'est le fait de travailler justement sur ces masculinités-là, travailler de ce qui pourrait produire des comportements toxiques envers les femmes et envers la société en général. On peut parler de la santé mentale des hommes, on peut parler donc de tous ces rapports entre les hommes et les femmes dans la société, en passant donc que ce soit dans les espaces publics, on peut parler du harcèlement, etc., ou dans les espaces fermés, donc la vie conjugale, comme les violences faites aux femmes, le viol conjugal, toutes ces choses-là. Je pense que s'adresser aux hommes ou parler surtout des masculinités, et donc oui, la part de responsabilité de ces masculinités-là dans tous ces problèmes pourrait apporter beaucoup de choses à la justice sociale, aux droits des femmes et aux droits humains en général. Et donc dans Machi Rojoula, on s'inscrit vraiment dans ce débat-là. Et pour finir, je crois que c'est quelque chose de très important pour moi de mentionner toujours que Machi Rojoula, moi je le fais en tant que, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage en action, c'est de l'observation subjective si vous voulez aussi, mais c'est-à-dire moi aussi j'apprends en faisant le podcast. Il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, l'épisode avec Madame Asma Al-Marabot, c'est un épisode qui m'a appris beaucoup de choses. Donc déjà, je l'ai écouté, je l'ai réécouté parce que j'apprenais des choses sur ce que c'est les masculinités en islam, et je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc de repenser la masculinité même au sein de l'islam. Et sur ce, je vous remercie pour cette invitation et je suis très disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci Soufiane, je crois que nous avons une belle matière déjà à ouvrir un premier débat. Alors, si vous permettez, je vais essayer de résumer, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. Je vais essayer de résumer quels sont les thèmes qui sont abordés. Tout d'abord, nous avons avec nous, et nous le remercions, un monsieur qui est du Burkina Faso.
qui s'est connecté et qui est connecté à partir du Burkina Faso et qui nous remercie pour ce thème en disant et qui demande à entrer en contact avec toi, Sofiane Hennani. Je crois que par la suite, il faudra que tu lui envoies ton adresse mail. Bon, les questions les différentes questions, ce que je peux dire à propos des questions qui ont été posées. Il y a un premier registre de questions qui concerne la définition de rojola. Et le lexique, c'est-à-dire les termes que l'on utilise. Rojola, dokora, toi, Sofiane, tu as parlé de fouhoula, d'accord? Et il y a une ou deux personnes qui insistent sur le fait qu'il faut travailler la terminologie en derija. C'est important d'y réfléchir. Ça, c'est un premier groupe de questions. Le deuxième groupe de questions auquel nous allons certainement dont nous allons certainement discuter avec les interventions qui vont suivre de Leila Bouassria et de Farid Mrini, sont relatives à que signifie, ou plutôt que représentent ces masculinités toxiques. Est-ce qu'elles sont le reflet d'une conscience collective? C'est une question qui est posée par un intervenant. Est-ce que c'est le reflet d'une conscience collective qui est dans nos sociétés inégalitaires et sexistes, ou bien est-ce qu'elles sont le reflet d'une conception intérieure, psychique, de l'identité masculine et du rapport au féminin? Je pense qu'on va commencer par ça, peut-être. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que la rojoula vacille entre une maîtrise de soi et un déchaînement sur le corps féminin? Donc, ça c'est aussi soulevé. Et puis, il y a une dame qui dit « Permettez-moi de vous remercier pour cette belle initiative. Pensez-vous que le débat sur la masculinité existait dans les sociétés africaines depuis toujours ou est-ce qu'il est apparu suite au contact avec les civilisations occidentales ?» Ça, c'est une question dans ce sens, mais il y a eu plus haut une question dans le sens opposé qui disait que les masculinités toxiques sont apparues avec la colonisation, qui nous a plus ou moins dépouillés de nos valeurs ancestrales qui étaient meilleures que celles que nous avons actuellement. Donc, on voit qu'en fait, on est en plein. D'abord, je crois qu'il va falloir redéfinir un peu plus ce qu'on entend par ces masculinités toxiques, d'accord? Et puis, on est en plein dans les différentes approches, qu'elles soient objectives ou subjectives, qu'elles soient relatives à un groupe ou à une personne, sur ce qu'est la masculinité et ce que pourrait être cette masculinité que tu qualifies plutôt de pro-féministe et non pas de féministe, n'est-ce pas, Sofiane? D'accord. Est-ce que, Sofiane, tu as quelque chose à ajouter, à répondre à ces questions? Sur les concepts, par exemple, sur la terminologie? Oui, Tfaddal. Oui, donc, oui, rapidement, par rapport à la terminologie, effectivement, je trouve ça très important de travailler sur ces terminologies-là. Moi, à mon niveau, j'ai essayé de le faire un tout petit peu. Moi, ce que j'aime déjà dans ces terminologies, c'est que, par exemple, Dokora, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur que c'est quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire, moi, je le vois même souvent sur les réseaux sociaux et je crois que c'est très représentatif. C'est-à-dire, on dit c'est « Hadak meshi rajul ghidkar ». C'est-à-dire, c'est ou la dokora, etc. C'est toujours lié à quelque chose qui n'est pas donc dokoria, c'est vraiment qui veut dire qui peut être traduite par société patriarcale, donc moi je sais dokori, etc. Après, c'est vrai que le fouhoula, c'est oui, moi je crois que le fouhoula, ça peut être la traduction de la virilité. C'est-à-dire, c'est plus, comme je dit tout à l'heure, lié à l'expression de genre, et que rojoula, c'est finalement quelque chose de... on s'identifie en tant qu'homme, c'est-à-dire c'est l'intime, c'est-à-dire comment la perception d'un homme c'est la perception de la masculinité, en fait. C'est-à-dire, rajl, ana rajl, kun rajl, c'est vraiment, ça va plus dans l'intime. Après, effectivement, je crois qu'il doit y avoir un travail beaucoup plus avancé et plus profond de ces terminologies-là.
À partir de le débat de la masculinité, ça se trouve qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre très très intéressant que je recommande d'ailleurs aux personnes qui s'intéressent aux masculinités, un livre d'un sociologue canadien qui s'appelle Francis Dupuy-Derry. Et donc en fait, justement, il parle de la crise des masculinités et du mythe de ces crises de masculinité. Et donc finalement, lui, dans son livre, il nous dit que le débat sur les masculinités et sur la crise de la masculinité, c'est un débat qui a existé depuis l'éternité, qui était lié à beaucoup de choses, justement à la colonisation, aux guerres, etc. Et du coup, il fallait quand même toujours revenir à cette question, est-ce que les hommes sont en crise ou pas? Et il dit aussi que finalement, des fois, ce discours de la crise est contre-productif, c'est-à-dire qu'il vient un peu pour culpabiliser les femmes et les féministes sur leur combat. Donc bref, c'est un livre que je n'ai pas encore fini, mais je crois qu'il répond beaucoup à cette question-là. Merci. Il me semble qu'il y a aussi des questions et je pense que je vais les dire, mais on va peut-être passer la parole à nos deux autres intervenants, mais je vais quand même dire ces questions si vous le permettez. Il y a une question qui dit « Dans une grande majorité, la femme est garante de la société patriarcale et de l'hégémonie masculine. » D'accord? Une autre question dit « Vous évoquez cela, 2 points. Parler aux hommes, c'est magnifique. Mais quand devient-il réceptif? C'est de leur responsabilité, oui, c'est clair, mais quand assument-ils cette responsabilité? Enrichissez-nous par votre expérience. Et concernant la terminologie, il y a Marwan qui dit en amazigh, je ne parle pas amazigh, donc je vais juste lire phonétiquement. En amazigh, on parle de termes tiroiza, tirogza, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et de principes que doit posséder un homme pour devenir un homme. Et encore une remarque, que les recherches liées aux masculinités sont insuffisantes et frustrantes. C'est une sorte de boîte noire qui suscite encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et Abdelrazak qui dit à mon avis, le concept masculinité est principalement lié au comportement et non au sexe. Une femme peut parfaitement avoir un comportement de rojola. Hein? Là, ça prouve réellement qu'il y a plusieurs sens qu'on donne au mot rojola. Hein, et que ce n'est pas aussi évident qu'en langue française. Je crois que l'intervention de Farid, qui est très très branché sur tout ce qui est traduction et langue, peut-être nous apporter quelques éclaircissements. Et je voudrais aussi dire que pendant que nous préparions ce café littéraire, nous avions discuté du fait que quand on parle rojoula, ça reste un terme singulier. Alors que quand on utilise le terme en français, on peut mettre un S et ça devient des masculinités. Hein? Et c'est pareil pour rajl, c'est différent de rjal. Donc, il y a réellement beaucoup à faire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe la parole maintenant? Sofiane, tu es d'accord? On passe la parole maintenant à nos deux intervenants. Et je vais commencer par Leila Bouassria. Leila Bouassria est sociologue, elle est enseignante à la faculté des lettres et sciences humaines à Ain Choc de Casablanca. Et bon, elle va nous donner son point de vue en tant que sociologue, en tant que chercheur en sociologie, sur cette notion de masculinité et sur l'émergence de ce thème sur la place publique, qu'on en parle et que ce soit l'initiative d'un jeune. À toi la parole, Leila. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis aussi donc très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et je tiens tout d'abord justement à féliciter Sofiane pour cette initiative, hein, pour l'initiative du podcast. Parce qu'il est vrai que on débat très rarement de ce sujet. On débat très rarement des masculinités. Et il y a même très peu d'études qui portent sur le sujet. Et on peut peut-être comprendre pourquoi. Peut-être parce que aussi quelque part les hommes étaient tellement présents que leur présence les rendait quelque part invisibles en tant qu'objet d'étude qui mériterait qu'on s'y attarde.
D'ailleurs, même au Maroc, on peut le dire, les études de genre ont souvent oublié de penser les femmes en rapport avec les hommes aussi. Et peut-être aussi parce que les études qui portent sur les féminités sont souvent parties d'un militantisme, c'est-à-dire on voulait comprendre les féminités pour réfléchir aussi au statut des femmes et rétablir un certain équilibre, revendiquer des droits. Donc c'est un peu comme si on n'avait pas besoin d'étudier les masculinités parce que les hommes avaient déjà des privilèges. Donc il était un petit peu difficile de prendre, donc parler de masculinité, c'était comme si on prenait la défense d'un homme et on peut se faire accuser de le faire aux dépens des femmes. Donc c'était un peu compliqué, d'ailleurs c'est ce qui explique un peu toute la polémique qu'il y a un peu autour de la rhétorique qu'on utilise quand on parle des masculinités. Certaines féministes, par exemple, elles sont très sceptiques à l'usage du terme crise. Elles préfèrent utiliser l'expression de doute, de malaise, d'incertitude, d'interrogation identitaire. On peut revenir sur la question de la rhétorique de crise et ce qu'elle signifie plus tard. Mais moi, je voudrais commencer plutôt par les termes, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui sont revenues sur le lexique, sur la terminologie, sur les expressions aussi qu'on utilise en Darija. Et je commence par le titre déjà, par l'expression Mashi Rojola, qui est le titre même du podcast. Et ce qui est intéressant dans l'expression, c'est la définition de la masculinité par le négatif, c'est-à-dire donc par opposition. Cette masculinité, elle est définie par le fait de ne pas être autre chose. Mashi Rojoula. Donc, pourquoi? Parce que justement, ce sont des injonctions que nous entendons très souvent et qui d'ailleurs reviennent beaucoup dans les podcasts. On voit comment justement la masculinité est donc une construction qui est relationnelle, c'est-à-dire qu'elle se fabrique par opposition à l'autre. Par réaction, parce qu'on veut surtout en fait, éviter de ressembler à une femme. Donc c'est une masculinité qui s'organise dans sa relation à l'autre sexe. Et d'ailleurs, même toujours il me semble, dans la socialisation, tout au long de la socialisation masculine, il faut être un homme, pour être un homme, il ne faut pas être assimilé à une femme. Donc, c'est comme si on était face à un repoussoir quelque part, et donc on veut être un homme, un vrai, ne pas être comparé aux femmes. Et donc, la définition par opposition, je la trouve intéressante, et puis aussi parce que ça renvoie quelque part à une masculinité qui est quand même mise en péril. Elle est tout le temps là, comme si elle était dans l'attente d'être validée. D'ailleurs, même les questions qui sont revenues dans le chat, par exemple, sur les termes amazir, qui veut dire un ensemble de valeurs et de normes pour devenir un homme, pour devenir. Et c'est intéressant à devenir, parce que on dit rarement aux femmes sois une femme, konimra. Et cette expression signifie quelque part que justement, c'est comme si la masculinité n'était pas naturelle, elle n'allait pas de soi, elle n'était pas innée, qu'on ne naît pas homme, comme dirait Beauvoir, qu'on le devient. Et c'est comme si aussi la masculinité pouvait se construire de manière autonome, c'est-à-dire voilà, soit un homme, qu'on a l'âge, et que la féminité était quelque part naturelle, elle était même figée. C'est-à-dire, elle est même dépendante du regard, c'est-à-dire, elle n'est pas autonome, elle n'est pas sa construction, comme si elle n'était pas autonome, mais dépendante du regard de l'autre. D'ailleurs, pour commenter aussi le podcast de Soufiane, une intervenante dans le podcast se demandait pourquoi on dit Rojoula, on ne dit pas Onota. On dit pas justement Konimra, ou la Meshi Onota, tandis que la féminité, elle continue d'être considérée comme donnée, ou là peut-être en attente d'une révélation, révélée par quelqu'un d'autre, peut-être par le conjoint, ou là par la maternité. Elle est aussi, donc c'est une définition qui me semble qui est uniquement basée sur le sexe. Donc l'idée est que le masculin est reconnu par l'acte, par la pratique. Il doit faire des choses pour devenir un homme, il doit être courageux, ne pas s'efféminer, faire preuve de force, etc. Et la féminité, elle est reconnue pour ce qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les choses comme le travail, la sexualité active, ils ne sont pas souvent associés à la définition de la féminité. Et ça me fait penser à un proverbe marocain qui dit rjla, parce que tout à l'heure, Soufiane il a parlé de rjla. C'est vrai qu'on utilisait beaucoup plus le terme rjla, d'ailleurs qui revient beaucoup plus dans les proverbes anciens marocains. On dit rjla bhar.
والعوامه قلال الرجله راها بحر ماشي تخرج العينين والصدر. Donc la métaphore de la mer, elle est intéressante. Rajla, pour traduire pour ceux qui ne parlent pas arabe, est une mer. Et ceux qui nagent, bon, peut-être que la traduction littérale est compliquée, sont rares. Et donc Rajla, donc la masculinité est comme une mer, ce n'est pas, donc elle n'est pas liée à une apparence. Donc la métaphore de la mer est intéressante. Et intéressante parce que donc ça évoque l'idée de mystère. Donc Rajla est un mystère à percer et ça renvoie à une intervenante aussi dans le podcast qui disait Mafhoum Ramid, c'est un espace aussi imprévisible, dangereux, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps là prêt à l'affronter en faisant preuve ou en apprenant des mécanismes de défense. La wama qlal, c'est-à-dire que la masculinité n'est pas récurrente, ce n'est pas toujours un objectif atteint. Alors que l'injonction faite aux femmes passe souvent, parce qu'il y a une injonction qui est faite aux femmes qui passe par l'apparence surtout. Bon, c'est vrai que le culte de la beauté reste aussi tyrannique, mais quand elle ne suit pas, c'est-à-dire quand elle ne se plie pas à ces canons, je dirais, de féminité, elle reste quand même une femme. Elle n'est pas féminine, mais elle ne devient pas un homme non plus. Et donc l'idée, c'est que l'homme a besoin de se battre pour acquérir sa masculinité. Ce n'est pas seulement parce qu'il a l'apparence d'un homme. Tout à l'heure, Soufiane l'a dit, c'est pas parce qu'elle a l'apparence d'un homme qu'il est masculin. Il doit conquérir sa masculinité en adoptant des attributs. D'ailleurs, le proverbe le dit, rjla blemma. Donc il n'en suffit pas d'être un mâle, c'est-à-dire c'est comme si, avec une apparence d'un homme, il faut être qualifié comme tel par des caractéristiques qui sont établies par la norme. Et ça me fait penser à un autre proverbe marocain, parce que c'est important de puiser aussi dans cet imaginaire populaire. Donc, rjla tf'al, ou ma t'hkish, ou nsa tster, ou ma ta'arrish. Donc, tf'al, donc tf'al, ça veut dire que la masculinité, elle fait, elle ne parle pas. Donc l'acte par l'hadra, donc l'hadra d'ailleurs quand on dit rachawiya souvent c'est associé aussi aux femmes. Donc l'injonction, quand on dit nsa tster ou ma ta'arrish, c'est-à-dire qu'elle doit cacher, elle ne doit pas dévoiler. Donc il y a l'injonction faite aux femmes et de cacher. Tster, sa féminité, donc sa féminité est définie par la négation de quelque chose. L'occultation de cette féminité dans un espace public, préservation de la chasteté, donc bref, pas la peine de s'étaler là-dessus, parce qu'on va plus rester concentré sur la masculinité. Quand on dit kun rajul, ça se dit à l'impératif, c'est-à-dire qu'il faut la mériter en faisant un effort, comme je disais, donc voilà. Et d'ailleurs, les études anthropologiques le montrent, nous racontent beaucoup de choses sur les rites d'initiation et les rites de passage qui permettent aux garçons de confirmer leur masculinité. C'est-à-dire que cette identité masculine, elle s'acquiert, mais suite à un effort pas seulement de démonstration, mais aussi de répression, parce qu'on réprime beaucoup de choses qui sont féminines, qui sont dites féminines, comme les émotions, les désirs, donc il doit apprendre aussi. Donc il y a aussi autre chose. C'est peut-être que, si Farid El-Mreini tout à l'heure, il pourrait en dire plus. Il s'agit de se différencier de sa mère, à laquelle il s'est identifié tout au long de sa vie, pas seulement son enfance, mais aussi sa vie intra-utérine. Donc il doit vivre ce processus de différenciation pour devenir un homme. D'ailleurs, la circoncision est aussi est un rite de passage où le garçon il sort du monde féminin, il rejoint le monde masculin. Donc cette idée aussi de récusation du maternel, du féminin, est intéressante parce que cette idée d'opposition au féminin qu'on a évoquée tout à l'heure, et c'est à travers elle que cette récusation, que s'opère cette affirmation identitaire et à travers les rites. Et puis, quand on dit kun rajul, et on l'exprime comme si c'était un objectif à atteindre, on dit aussi en français soit un homme, c'est que cette masculinité normative traduit quelque part une complétude. C'est-à-dire que ça fait d'ailleurs Pierre Bourdieu disait dans son livre Domination masculine, il suffit de dire d'un homme pour le louer que c'est un homme. Et cette complétude, elle s'oppose à l'incomplétude des femmes dans les représentations, parce que ça donc on ajoute un adjectif pour la compléter quelque part. Donc il y a toutes ces idées par rapport à l'expression
aux expressions que nous utilisons en fait, pour parler des femmes, des hommes et des femmes qui ont des attributs masculins ou autres. C'est-à-dire que même une femme, par exemple, quand elle a des attributs masculins, on dit voilà, elle est rajl, ou la rajl, ou la miat rajl, ou la mraounous. L'expression mraounous, je la trouve intéressante, mais elle est difficile à traduire parce qu'on ne peut pas la traduire par une femme et demie, c'est pas arithmétique. Mais c'est-à-dire, ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette féminité qui est supposée être figée. Donc voilà, il n'y a pas de naturel, c'est-à-dire quand une femme elle fait des choses qui ne sont pas censées relever de sa nature, ça ne peut pas être assumé par une identité féminine figée, donc cela appelle à l'émergence d'une nouvelle catégorie où va se loger cette dynamique identitaire. Donc c'est un dédoublement qui est un peu étranger à la conception d'identité féminine, donc il est schématisé comme un débordement. Hein, et puis tout ça traduit, montre un peu je pense qu'il y a un malaise quelque part, voilà justement. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, quand est-ce qu'on a commencé le débat par rapport à la crise, les masculinités ou les masculinités? Les études historiques montrent que ça a toujours existé, ces débats. Moi, je pense même que cette question de crise, elle existe, elle est aussi ancienne que la masculinité et la féminité elle-même. Donc, mais on a du mal peut-être à reconnaître la possibilité des recompositions des identités et les normes qui vont avec. Et ça nous renvoie à cette idée de masculinité plurielle, parce que bon voilà, j'ai aimé une intervenante dans le podcast qui avait dit ما كاينش رجال خايبين وسلبيين, كاين وضعيات وسلوكات رجولات خايبة سلبية. Et là, justement, utiliser le pluriel veut dire qu'il ne s'agit pas de considérer la masculinité comme un type de personnalité. Et Connell, auquel a fait allusion Soufiane tout à l'heure, l'a bien précisé. Les masculinités sont le résultat d'interactions. Le concept est dynamique. Il est aussi à l'intersection, ça, il ne faut pas l'oublier, d'autres dimensions comme la classe, comme l'âge, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup, donc, il y a des études de critique sur la masculinité qui ont rappelé depuis quelque temps justement que toute cette diversité. Il n'y a pas une masculinité unique, on peut puiser dans l'anthropologie aussi d'ailleurs pour le montrer. Voilà, bientôt. Je pense que je conclue, voilà, donc je conclue sur les masculinités plurielles. Je voulais juste faire allusion à Françoise Héritier, l'anthropologue Françoise Héritier, qui d'ailleurs, si on revient sur ses travaux anthropologiques sur les sociétés néo-guinéennes, les Inuits, elle montre très bien la diversité, elle remet en cause la naturalité des différences hommes-femmes dans certaines des sociétés qu'elle a étudiées. Et elle montre comment le genre en fait n'est pas fonction du sexe anatomique mais du genre de l'âme non réincarnée, c'est-à-dire qu'un garçon peut avoir de par son âme non une identité féminine et il est peut-être élevé comme une fille jusqu'à la puberté, etc. Donc je peux donner l'exemple de beaucoup d'anthropologues qui reviennent un peu, qui montrent cette diversité à travers leurs enquêtes et leurs recherches anthropologiques. Voilà, donc je donnerai la parole à Nouza. J'espère que je ne suis pas trop Merci beaucoup, Leïla, merci. C'était très intéressant. Excuse-moi si j'ai essayé simplement de te dire de conclure. C'est parce que nous voulons laisser le maximum de temps à la discussion et il y a énormément de questions sur le chat. Alors, je crois que maintenant, on va passer la parole à Farid Mrini, qui est psychiatre, psychanalyste et qui va nous dire comment il lit ce qui se dit, ce qui se fait, ce qu'il voit en tant que psychanalyste. À toi la parole, Farid. Oui, bonsoir. Et merci beaucoup à Soufiane de nous donner l'occasion, à travers des jeunes. Hein, c'est très important parce qu'il disait que la majorité des jeunes qui le suivent sont entre 17 et 22 ans, donc c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par cette question de la masculinité. Peut-être qu'ils sont aussi en perte de repères par rapport à cette question et par rapport à leur relation avec l'autre sexe, hein, ce qui est quelque chose de très important. De la relation du garçon et qu'est-ce que c'est qu'un garçon et qu'est-ce que c'est qu'une fille et le fait qu'ils
qu'ils se côtoient à partir de l'adolescence, etc., posent cette question de manière encore plus cruciale, parce que c'est à l'adolescence tout de même que le garçon devient garçon, et comment il se comporte avec ses pairs, PAIR, et comment il se comporte avec l'autre sexe. Donc c'est une question qui est très importante et ce n'est pas rien que beaucoup de jeunes le suivent. Je vais essayer d'être bref en relevant quelques points qui ont été abordés. D'abord celui du mot concept de Fatima Al-Barnissi qui est le harem. Et je crois que c'est intéressant de le relever ici. Soufiane en a parlé tout à l'heure de tout l'intérêt de Fatima Al-Barnissi à ces questions, qu'il s'agit d'une libération non pas de l'homme, mais de la masculinité, mais néanmoins, l'homme a se libérer de contraintes. Et le harem, selon Fatima Al-Barnissi, sur le plan de métaphore, est le lieu de l'enfermement. Alors on peut s'enfermer dans un harem dans le réel, mais là le harem il est beaucoup plus lié à un discours, un discours et ses effets sur les identités. Il va s'identifier à un discours, il ne s'identifie pas comme ça, c'est les discours de lui et quel type de... Et c'est là où il va se forger une certaine identité, une certaine identification à ce qu'on appelle la masculinité. Je trouve ça important parce que pour Fatima Al-Barnissi, se libérer, sortir du harem et sortir donc d'un discours qui fige que ce soit la féminité ou que ce soit la masculinité dans une catégorie bien précise. Et pour Fatima Al-Barnissi, sortir du harem, c'est être dans la mixité sociale. C'est quelque chose, c'est-à-dire que les hommes entre eux sont dans un harem entre eux. Et les femmes également, quand seulement entre elles, elles sont dans un harem. Et c'est la mixité sociale qui fait que le discours sur la masculinité est ébranlé. Et c'est quelque chose qui va poser question. Et Soufiane parlait beaucoup de comment déconstruire. Ça se déconstruit déjà. Ça se déconstruit par rapport à cette mixité qui est très présente et à travers laquelle les jeunes évoluent. Il faut dire que même au niveau de la psychanalyse, par exemple, à ses débuts, la différence était nette entre un homme et une femme parce que ça se catégorisait autour de certaines équations comme l'homme est actif et la femme est passive, disait Freud par exemple. Elle se catégorisait par rapport à l'équation phallique et castrée. Et donc c'était bien figé, Freud, il avait bien figé ces questions et ce n'est que par la lutte des femmes, par le féminisme naissant à l'époque, etc., que Freud a beaucoup reculé par rapport à ses premières conceptions et les psychanalystes par la suite ont beaucoup travaillé sur ces questions, les rendant beaucoup plus complexes. Sur la question, Nezha, tu parlais de la question de la traduction et je la trouve très importante parce que c'est autour du langage que les choses aussi se font. Par exemple, on va dire al-mar'a, et al-mar'a étymologiquement est proche de l'mir'at. Et on est du côté du miroir. On ne sait pas de quel miroir il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un miroir qui concerne, est-ce que l'homme se voit en la femme de manière peut-être négative ou positive, ça dépend. Quand on passe au pluriel, c'est quelque chose qui est rare en langue arabe, où le mot change complètement. On est dans Nisa. Le mar'a, elle est du côté du singulier. On est dans Nisa. Et puis tout ce qui est do, il faut savoir que Dokora a la même racine étymologique que Dek. L'homme est du côté de la mémoire, alors que la femme, la question de Nisa, elle est du côté de Nisyan. On est dans la question de l'oubli. Donc on voit bien que dans le cœur même de la langue, il y a des jeux qui sont très importants. Et ce qu'il en est quand il a été question d'en parler dans le Derija,
c'est important de comment. Ben, c'est là où il y a certaines choses qui deviennent des concepts, qui deviennent des points de vue, qui deviennent des choses, etc. Et ce que nous avons peut-être à travailler, en tout cas pour nous en psychanalyse, la question du maternel, de la féminité et du féminin, c'est des concepts très différents. Je ne vais pas rentrer dans des choses qui sont, autant la féminité par exemple, elle est du côté, autant le féminin, il est du côté de quelque chose qui est dans l'ordre de l'inconscient. Et du côté de l'homme, la masculinité, comment on peut considérer par exemple le concept du masculin en miroir par rapport au concept du féminin, hein, et donc c'est des choses à travailler, et l'approche de certains mots qui deviennent des mots concepts, c'est à partir de là qu'on peut qu'ils rentrent dans la langue, hein, et que la langue commence à s'ouvrir sur des choses qui jusque-là étaient, hein, au forclos dans sa structure. Donc c'est toute la question des mots et de la traduction de qu'est-ce que c'est que Rojoula, etc., qui est en jeu actuellement. Et donc comment on sait aujourd'hui que le discours sur Rojoula est un discours qui n'est plus le discours dit entre les hommes, etc. Et dans l'une des questions, il a été question de la femme qui porte, hein, et qui garantit cette société patriarcale. Elle porte cela au niveau de son corps, au niveau de l'éducation des enfants, etc. C'est elle qui véhicule, etc. Ce qui n'est plus le cas, hein, actuellement dans ce discours premier qui s'est fragmenté, qui s'est, on va dire, babélisé, hein, qui a donné d'autres versions de la masculinité, et on est et heureusement d'ailleurs, dans une espèce d'hétérogénéité par rapport à la question de la masculinité, et sur plusieurs versions. Donc ça tient un peu de l'évolution du discours sur la masculinité. Un dernier point, j'ai beaucoup aimé cette expression Rojoula fil Bzoula, qui me semble très intéressante, parce que effectivement, tout bébé qui est en train d'allaiter, la mère, elle va projeter sur lui énormément de désirs. Hein, si par exemple elle voulait une fille et que c'est un garçon, elle va être un peu déçue et son désir va être différent si elle voulait vraiment le garçon. Et s'il s'agit de son premier garçon qui est l'aîné, hein, de ses frères et sœurs, peut-être que le second, elle avait un autre désir pour lui. Donc ça passe par effectivement très tôt, hein, c'est question du désir d'une mère pour son enfant. La deuxième chose, c'est que du côté des identifications, le petit garçon va être présenté à son père. Et qui c'est qui le présente à son père? C'est les paroles de la mère, qui ont dit quelque chose sur son mari, sur le père, hein, et quelque chose dans l'ordre de la masculinité qui est en train de se construire déjà en bas âge, déjà quelque chose qui est en train de se construire. Et puis en grandissant, en allant à la maternelle, par exemple, ben, le jeune garçon va jouer au ballon avec les autres garçons, ou les filles vont jouer entre elles, le garçon et la fille, est-ce qu'elles vont jouer ensemble, et à quoi, etc. Et donc, c'est tout le débat sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une fille, est lancé depuis le début. Et c'est des questions qui me semblent importantes, parce que la question de l'éducation est une question qui est très importante dans ce débat. Et le nombre, au niveau de ma pratique, en tout cas, je le vois, pour finir, c'est les conflits de couple. Et les conflits de couple, c'est justement autour de ces définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme aujourd'hui dans un couple, hein, et l'on sait combien les divorces sont devenus très importants, hein, chez les jeunes aujourd'hui, parce que justement, et c'est là où revient le mérite, Soufiane, de lancer ce débat, et surtout autour des jeunes. Eh bien, qu'est-ce que c'est, que doit faire un homme, que doit faire une femme? Est-ce que l'homme est du côté de l'Urfa? Est-ce que la femme est toujours du côté de la vaisselle?
Eh ben non, ce n'est pas du tout évident maintenant pour les jeunes couples. Et dans les thérapies qui concernent cela, dans notre société, c'est quelque chose qui est très importante. Il y a beaucoup de pertes de repères, mais on est en reconstruction. Mais dans quelle reconstruction? Dans quel élan identitaire sommes-nous? Je pense que c'est des questions qui me semblent très importantes à débattre du côté sociétal. Voilà, merci. Farid, je crois qu'avant de repasser la parole aux uns et aux autres, je vais essayer de résumer encore une fois ce qu'il y a comme question sur le chat. On revient tout le temps à la définition. Hein? Qu'est-ce que c'est que Rojoula, qu'est-ce que c'est que Rajel, qu'est-ce que c'est que Dakar, il a akhiri. Il y a quand même un certain nombre disons de commentaires qui sont écrits qui présentent des points de vue assez catégoriques, hein? C'est-à-dire comme si les choses étaient claires. Il y a quelqu'un qui écrit « Dakar mu'ta biologie ». الرجلة والرجولة معطى اجتماعي. الراجل اللي كيبكي يتسمى رويجل. كذلك الراجل اللي كيتعامل بلطف مع الجنس الآخر يعني الأنثى يسمى. Alors شنو يعني با؟ C'est ça, je connais pas cette expression. Bon, donc il y a des, si vous voulez, il y a quand même des définitions qui semblent être disons élaborées. D'autres qui disent clairement الرجولة هي المسؤولية. Machi Rojoula est un concept qui n'est pas lié seulement au genre masculin. Rojoula, c'est le sens de la responsabilité. Rojoula ou Rjla, m'souliya. Il y en a qui montent, bon, tout ça parce qu'il y a une question qui dit plus haut, qui est arrivée plus haut, qui demande comment est-ce qu'on peut définir Rojoula ou Rajel aujourd'hui dans la société marocaine. Je crois que les différentes interventions qui sont passées prouvent qu'il n'y a pas une seule définition, mais que ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Il y en a qui disent pourquoi nous avons toujours ce concept de dualité masculinité versus féminité. Comment peut-on repenser le genre au-delà des catégorisations biologiques? C'est-à-dire que là, c'est comme si on pouvait faire abstraction de tous les déterminants socio-culturels qui font que l'homme est comme si, les hommes sont majoritairement comme ça et les femmes doivent être majoritairement comme si. Il y a aussi la perte de repères ou désir de construire des repères solides, sains, qui font épanouir et s'épanouir Monsieur Farid, point d'interrogation. Bon, donc nous sommes dans une série de questions générales, génériques. Il y a aussi des questions qui interpellent le rôle des mères, qui a déjà été abordé partiellement. D'autres qui interpellent, il y a une question qui interpelle la relation entre Rojoula ou le Qiwama. Hein, c'est une question qui mérite discussion. Et puis, encore une fois, sur les concepts, nous avons avec nous Nzaz Qali, que je salue en ligne, et qui dit que la masculinité est neutre et que le concept de virilité reflète plus le stéréotype de l'homme dans le système patriarcal. D'autres disent que la masculinité, c'est une réaction positive, quelle que soit la situation. Donc, on a quand même, on continue à fonctionner avec un certain nombre de stéréotypes et un certain nombre oui, voilà, un certain nombre de stéréotypes. Bien entendu, il y a la question qui revient aussi régulièrement, comment peut-on déconstruire ces masculinités toxiques? Donc, maintenant, je crois qu'on va ouvrir de nouveau le débat avec les trois intervenants, les uns et les autres. À vous de prendre la parole. Je crois qu'il y a pas mal de questions sur la socialisation et sur le côté culturel dans la construction des masculinités. Peut-être que Leïla, tu as envie de réagir? Oui, alors oui, bien sûr. Donc je vais revenir sur cette question. Donc on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps, mais bon, peut-être j'ai noté trois questions principales. Donc une qui revient beaucoup sur ces questions de définition.
une autre en fait en lien avec avec la question des responsabilités et des responsabilités économiques, et l'autre sur comment déconstruire, c'est-à-dire la question de la socialisation. Donc déjà, pour commencer avec la définition, la virilité, moi je pense, hein, déjà pour faire la différence, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de rujula plutôt que fuhula, donc déjà. Mais la virilité, moi je pense, hein, pour faire la distinction entre les deux, elle se définit elle-même, hein, elle n'est pas dynamique, ce sont des attributs fixes, comme la force, l'autorité, donc c'est comme si c'était un tissu de repères autour desquels ou à travers lesquels se juge la masculinité. Donc voilà, on dit masculinité et féminité, mais on n'oppose rien à la virilité. Donc, et puis autre chose, c'est que justement cette virilité, c'est comme si c'était un idéal, donc elle est singulière, elle n'est pas plurielle. Et on peut dire qu'elle est une des formes de cette masculinité dite hégémonique. Parce que donc elle renvoie justement à cet idéal normatif de force, de courage, d'honneur, de capacité de se maîtriser, etc. Mais alors le terme vir, mais après je vais revenir à l'arabe bien sûr, le terme vir en latin donc désigne l'homme en sens biologique, mais ce qui est intéressant c'est que aussi quand on revient à l'adjectif virilis, ça signifie aussi héros. Et comme le dit un ouvrage aussi très intéressant d'Olivia Ghazaleh sur le mythe de la virilité, où elle montre comment la virilité peut être l'excellence de l'espèce humaine, le meilleur du matériau humain, et c'est-à-dire considérer que ces hommes virils valent mieux que les autres parce qu'ils présentent des attributs phalliques dont les autres ne disposent pas. Oui, je dis phallique parce qu'on sait que la virilité est aussi très liée à la puissance sexuelle. D'ailleurs, en arabe, on dit le fhel, c'est le mâle animal qui féconde beaucoup de femelles. Donc, mais l'idée, c'est cette je dirais peut-être cette idée de hiérarchie, l'héroïsme, l'excellence. Un peu, je dirais que c'est une dimension très parodique, voilà, même dans la définition, qui est contenue même dans la définition. Et en arabe, on dit même déjà quand on parle même de dokora, dokora fi kulli shay hiya matanatuh wa salabatuh, c'est-à-dire on peut même dire matar, al-matar, la pluie, matarun dakar wa huwa shadid wabil. Ce sont donc, il y a toujours ces attributs d'intensité, de force, de solidité, même là on dit stafhal al-amr, tafaqama wa shtadda, irtajala an-nahar, irtafa'a, irtajala al-shay, ja'alahu tahta rijlih. Alors, ce qui je trouvais très intéressant, c'est que, alors, j'entends souvent parler de fuhul al-shi'r, c'est-à-dire la poésie qu'on définit de viril, entre guillemets, on traduit en arabe. Alors, fuhul al-shi'r, et quand je suis partie donc chercher dans les dictionnaires arabes pour comprendre un peu comment on est arrivé à associer la poésie à shi'r, bon, bien sûr, il y a tout un contexte historique qui le lie à l'Asma'i, le poète Asma'i, etc. Mais en même temps, il y a... alors quand j'ai cherché alors j'ai deux définitions qui m'ont interpellée. Donc la première, c'est le fuhul al-shi'r, annahu yahtakiru al-shi'r fi baha dhukuriyya la tata'amal ma'a ma yasduru kharija shurut ad-dhukura. Donc il y a l'idée d'ihtikar, c'est-à-dire de monopole, donc d'exclusion de l'autre, qui n'a pas les critères de la malitude, maleness, si on veut traduire. Donc, on trouve aussi, dans l'un des dictionnaires, dans le Qamus al-Muhit, fuhul al-shi'r al-ghalibuna bil-haja'i man hajahum. Wa kada kullu man ida arada sha'iran faddala alayhi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de comparaison, toujours de victoire, ghalibuna, qui inclut forcément l'idée de supériorité, d'hiérarchie, pas seulement par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que par rapport aux hommes aussi, ça c'est ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut répondre aux marqueurs de cette virilité. Et ceux qui ne correspondent pas au canon viril, ils sont stigmatisés, ils sont condamnés, ils sont exclus. Et je pense que c'est très important de penser à ce rapport homme à homme, hein, parce qu'il y a une discrimination qui se fait aussi entre ce qu'on appelle, c'est-à-dire les vrais hommes et les autres. Mais je pense que, alors, au passage, je ne sais pas si je peux encore prendre 3 minutes, Nouzha. 2 minutes, d'accord. Alors, juste pour dire que
Oui, je pourrais peut-être revenir tout à l'heure sur la question de la socialisation, mais tout à l'heure, parce que alors Nousa a posé la question sur Aniba. Quelqu'un a parlé de Aniba, il a dit c'est quoi Aniba? Et alors, moi, j'avais découvert en fait un autre terme il y a quelques années quand je menais une enquête sur les célibataires, les jeunes célibataires, qui est le moustachat. Et donc, alors ce qui était intéressant, le terme moustachat m'a interpellée et je voulais comprendre ça voulait dire quoi. Donc, je suis partie sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je trouvais qu'il y avait en fait beaucoup de pages Facebook avec le titre moustachat. Voilà, moustachat, صفحة محاربة تمسطيش والتعناب. Alors, Aniba, en fait, c'est le terme qui représente une typologie. Ce sont les hommes qui sont efféminés. Voilà. Donc, qui parlent un peu, ou peut-être qui montrent leurs sentiments. Ou là, donc, voilà, c'est un peu un terme qu'on utilise maintenant beaucoup pour dire, voilà, pour désigner une certaine masculinité, je dirais aussi. Et moustachat, une certaine féminité. Et donc, c'est intéressant parce que je trouvais des pages, الشعب يريد إسقاط المستشات, et puis il y a des pages de femmes qui répondent Moustacha wa aftakher. Après, bon, j'ai essayé de comprendre un peu c'est quoi Moustacha, et j'ai trouvé dans une des pages une définition. Et parmi les éléments de définition que j'ai relevés, المستشا هي اللي كتضرب الشيشه كتصاحب مع اكثر من دري في نفس الوقت اللي كتعري ذاتها كامله باش تفتن عباد الله. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'usage du terme moustacha, parce que moustacha, c'est un terme masculin. Et puis, dans un journal, je ne vais pas citer le nom, donc qui a fait une enquête sur Rojoula, sur moustacha, etc. Il y avait, ils ont posé la question à un des admins d'une page qui était très suivie par les jeunes sur le moustachat. Il a dit, ça veut dire quoi le moustachat? Et il a dit, allez le moustachat. Vous avez choisi le terme moustachat. Il a dit, le moustachat, إذا كان يعني الوقار والنضج عند الرجل فهو يعني عند المرأة الطمع والمادية والتكبر والطفولية. Et c'était très intéressant parce que, au fait, c'était comme finalement c'était devenu comme une injure parce qu'une femme qui s'attribue, qui prend en fait des attributs masculins et les moustachas, c'est-à-dire que c'est un comportement qui est déviant, qui est jugé déviant, hein, qui est péjoratif dans la définition, mais c'est intéressant de voir comment il est repris, subverti quand il est associé aux femmes. Voilà. On n'entend pas. Je voudrais rajouter encore quelques questions. La mixité sociale est l'élément de l'interaction dans des sphères plus nombreuses. Il y en a un qui dit en relation avec la langue, le référent de l'arabe, c'est le Coran, dans lequel la langue est plutôt masculine. Non, point d'interrogation. Il pose la question. Il y en a un qui dit, très intéressant, les intervenants ont-ils lu l'introduction de Fatima Mernissi au Jardin des Amoureux, les 50 noms d'amour d'Ibn Qayyim al-Jawziyya? Ça, c'est aussi stimulant et au cœur de votre débat. Donc, il faudrait qu'on retourne effectivement à cette introduction de ce livre. Il y a quelque chose... Merci beaucoup pour ce thème, etc. Sofiane, en début d'intervention, disait que le mot Roujoula est un mot plein qui englobe tout pour être un homme. La psychanalyse nous apporte que l'angoisse advient quand il n'y a pas de manque, que le manque est essentiel et que sans cela, il y a de l'angoisse. Il serait, à mon sens, intéressant de voir comment pluraliser le mot Roujoula en Darija. Je rappelle aux amis, quand nous préparions justement ce café littéraire, que nous avons évoqué le mot Roujouliyet en parallèle de Nisa'iyet. Comme on dit Nisa'iyet, on dit Roujouliyet. Donc réellement, il reste encore la question de terminologie. La masculinité est un synonyme de noble discipline qui est provoquée par la religion de l'islam. Bon, il y a quelques interventions qui parlent justement d'une vision de l'islam, de la masculinité. Comment expliquez-vous la relation entre la virilité et la stérilité masculine? Les hommes inféconds sont perçus comme Meshi Rajl.
بون جو بونس كو نعيش لحظة ينعت فيها البعض الرجولة بكونها مزيفة وناقصة، والأنوثة بكونها مشوهة. هذه المسألة ديال مستشفى كدي ليلى. بمعنى آخر نعيش رجولة ناعمة وأنوثة قوية. ألا يمكن اعتبار هذه الآراء مؤشراً على تحول الأدوار الاجتماعية على المستوى السوسيو الثقافي والرمزي وصناعة دلالات جديدة لكل من الرجولة والأنوثة. Asma Ben Adada, qui est membre de la chaire. Bon, je crois que on va... Alors, lequel de vous deux, messieurs, veut prendre la parole, Farid ou Soufiane? Farid? Vas-y, Soufiane. Vas-y, Soufiane. Soufiane. Oui. D'accord. À toi, Soufiane. Et alors, moi, en fait, rapidement, je voulais quand même revenir sur la définition de la masculinité. Franchement, je crois que la masculinité est d'abord un genre social. C'est-à-dire, moi, si j'ai à donner une définition à ce que c'est les masculinités, ça va être un genre social pluriel. Le fait de considérer la masculinité comme quelque chose de plus et de considérer que finalement la masculinité, justement, c'est la responsabilité, etc. C'est-à-dire vouloir donner à la masculinité des valeurs humaines, c'est-à-dire des valeurs que normalement nous devons tous, hommes, femmes, en tant que citoyens avoir. C'est-à-dire c'est ça le début du problème. C'est-à-dire de considérer que l'homme a quelque chose de... finalement doit avoir quelque chose de plus que les autres citoyens, qui est la responsabilité. D'ailleurs, si on revient à cette question de responsabilité, je crois que ça peut être ça va ouvrir un débat, un grand débat, par exemple, qui est responsable finalement? Est-ce que c'est l'homme ou les femmes qui gardent les enfants, qui n'abandonnent jamais ses enfants, etc. Je crois que tout ça, ça ouvre beaucoup de débats sur ce que c'est la responsabilité, mais c'est vrai que le vrai problème des masculinités, c'est le fait de les considérer quelque chose de plus qu'un genre social et de considérer la virilité quelque chose de plus qu'une expression de genre. Après, quelque chose que je voulais tout à l'heure, je vais en parler rapidement, c'est par rapport aux prises de risque. On n'a pas beaucoup parlé de ça justement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui me contactent, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me disent, bah, tout d'abord, pourquoi c'est toxique, et de deux, ils nous disent, bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui la société nous demande? Est-ce que c'est renoncer à des privilèges? Est-ce que... Moi, je crois qu'il y a un vrai problème des masculinités toxiques, même par rapport à l'individu lui-même, c'est-à-dire sans considérer la dimension de rapport avec les femmes, avec les autres, etc. Mais le rapport de l'homme avec lui-même, dans l'excès, c'est-à-dire le fait d'éduquer les hommes à prendre beaucoup de risques. Et ça, on le voit beaucoup dans les accidents de voiture, dans les prises de drogue, la consommation d'alcool, c'est-à-dire les hommes se considèrent comme intouchables. Et d'ailleurs, on le voyait même avec le Covid, il y avait beaucoup d'hommes au Maroc, mais un peu partout dans la région, donc ils se disaient, nous sommes intouchables, c'est-à-dire le Covid ما كيغلبش الرجولة, je suis زعما راجل بزاف et que ما غاديش نمرض بكوفيد. Je pense que tout ça fait que la question de la toxicité dans les masculinités est vraiment liée à ces comportements-là. Finalement, et juste pour conclure, je crois qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème des masculinités, il ne faut pas attendre des déclics, parce que moi, je le reconnais, je crois qu'aujourd'hui, dans la société, le fait qu'il y a des hommes qui se posent la question sur les masculinités ou qui veulent être féministes, pro-féministes, etc., c'est plus lié à des déclics, à des lectures, à un engagement social, à peut-être un rapport avec des femmes qui ont changé les convictions, les réflexions de ces hommes-là. Je crois qu'on doit vraiment dépasser ça et aller beaucoup plus sur une volonté d'État, c'est-à-dire c'est des choses qu'on doit apprendre à l'école, dans l'éducation. Moi, quand j'étais à l'école, franchement, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas consulté les manuels scolaires, mais on apprenait encore que les femmes doivent être dans la précaution, doivent être dans la cuisine, mais vraiment la femme douce, etc. Et que les hommes doivent... L'homme, c'est le combattant, la personne qui prend des risques. Je crois que c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend aussi à l'école, dans la famille, dans la société. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment aller beaucoup plus vers une masculinité positive.
Et merci beaucoup. Merci Soufiane. Farid? Oui, je pense que jusque-là, on voit bien toute la difficulté de la définition de la masculinité. C'est quelque chose qui est... Et je crois que l'un des facteurs du côté du lien social est qu'il y a eu tout de même une mutation très importante et que les jeunes sont actuellement mondialisés. Hein, c'est quelque chose qui est... c'est-à-dire les processus d'identification ne tiennent plus seulement au discours social sur la masculinité. C'est un discours dont les identifications se sont élargies, hein, et on ne peut plus parler d'un discours seulement dans une culture bien déterminée. La deuxième difficulté est que la société contemporaine, elle s'est individualisée par rapport à cela. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on s'identifie par rapport à certains discours, mais la question de la masculinité et de la féminité a tendance à devenir une histoire privée. Hein, c'est-à-dire que chaque homme et chaque femme vont s'identifier à tellement de choses, etc., que finalement, la conception sociale, culturelle, dans un pays comme le nôtre ou dans un autre pays devient quelque chose qui est assez complexe. On ne peut pas donner une définition par rapport au monde actuel qui a tendance à s'homogénéiser par rapport à tout. Hein, et donc, c'est compliqué de véritablement définir la masculinité pour ces raisons-là. Et un terme que je trouve très important et qui est très important pour définir la question de la masculinité, c'est la sexualité. Hein, et c'est quelque chose qui me semble fondamental dans la définition de la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme dans l'acte sexuel, hein, dans quelque chose c'est quelque chose qui les définit et on entre dans cet acte par son identité, hein, féminine ou masculine. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ça? Et j'aime bien un petit peu de Fatima al-Mernissi à propos de la question de l'amour. Hein, et que devient l'amour chez les jeunes aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que est-ce que l'amour est du côté de l'homme ou du côté de la femme ou du côté des deux? Bien sûr qu'il est du côté des deux, mais qu'est-ce qu'il en est du côté du lien homme-femme, hein, par rapport à la question du sexuel en général? Comment aime-t-on aujourd'hui, hein, dans quelle perspective hein, nous pouvons qualifier l'amour d'un homme et l'amour d'une femme, hein, donc c'est des questions qui me semblent intéressantes. Et la question même par exemple, quand je reçois des gens qui ont une impuissance sexuelle, c'est quelque chose qui est terrible. C'est des gens qui disent bien, ils ont perdu toute masculinité, hein, tellement ça se joue du côté du sexe. Hein. Là, ce n'est plus la sexualité en tant que relation, mais du côté. Et c'est des choses aussi, à mon avis, à réfléchir par rapport à la dimension, par rapport à cette dimension de la masculinité. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de faire un petit commentaire, de vous poser une question à tous les trois? Personnellement, j'ai été interpellée par deux choses. J'ai été interpellée par ce qui est venu dans un des podcasts, comme Farid, comme nous tous, quand nous l'avons écouté la première fois, c'est l'affirmation de Rojola Fbzoula, d'une part. Et donc, qui parle du rôle des femmes, du rôle des mères et du positionnement des femmes par rapport à l'homme et aux masculinités d'une manière générale. Bon, la deuxième que je lis, je les mets en regard, l'une en face de l'autre, c'est ce que Soufiane vient de dire en parlant de toxicité, de masculinité toxique, quand il met le doigt sur le fait que cette toxicité n'est pas exclusivement dirigée contre l'autre genre, que les répercussions de cette masculinité ou de ces masculinités toxiques ne se font pas uniquement sur les femmes, mais qu'elles sont aussi dirigées contre l'homme lui-même, c'est-à-dire c'est des autotoxicités, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que
il n'y a pas quelque chose ici qui relève réellement qui démontre d'une part, qui renforce ce que disait Asma Ben Adada, à savoir qu'on est peut-être dans une phase de transition, et comme dans toutes les phases de transition, il y a le mouvement du balancier peut aller d'un bout à l'autre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, je les mets en parallèle et personnellement, ça m'interpelle. Est-ce que l'un de vous veut réagir à cette mise en écho de ces deux réflexions qui pour moi sont extrêmement, ces deux constats qui pour moi sont extrêmement importants? Moi, je peux peut-être revenir sur cette question soulevée par justement par Asma Ben Adada sur je dirais la remise en question des rôles, la remise en question des rôles, ou la recomposition des rôles, qui est, oui, moi je dirais aussi, et toute la question de toxicité, de violence autour, qui est très liée justement à la recomposition de rôles, parce qu'elle est perçue comme une dénégation de différence. Donc, je pense qu'elle pose quelque part une menace identitaire. Elle est menaçante. Parce que quand nous avons l'habitude de jouer un rôle, et par exemple, quand on fait quelque chose qui n'est pas supposé relever, par exemple, notre féminité ou notre masculinité, c'est comme si on renonçait quelque part à une partie qui définit notre identité. Et c'est dans ce sens où la répartition des rôles au sein des foyers aujourd'hui devient aussi très conflictuelle et engendre des violences. C'est un moment de réactualisation des formes identitaires, ce moment de négociation de rôle. Quand on fait des enquêtes sur la répartition des tâches, quand on demande aux hommes d'aider, il dit « Ana machi mra » ou « Hada shghul l''iyalat » ou « La malk رديتيني mra » donc il y a cette ambiguïté identitaire relative à la multiplicité des rôles qui nous renvoie à cette crainte, cette peur, etc. Et là, moi je pense que c'est très important de le souligner parce que, et je le dis, c'est une question de la définition de l'rojoula ou la l'unouta, elle n'est pas accessoire. Voilà, juste pour dire, elle est au cœur, et c'est dans ce sens où, je reviens à ce que disait Farid tout à l'heure par rapport au conflit dans le couple, elle est au cœur des mutations familiales. Et politique, hein. Politique, je ne rentre pas là-dedans. Si vous voulez revenir sur la dimension politique, il y a l'ouvrage justement de Nadia Tazi sur le genre intraitable qui est très intéressant, où elle montre comment la notion de virilité a été exploitée par les rapports de pouvoir politique, etc. Mais dans la sphère familiale, aujourd'hui, les mondes masculins et féminins ne sont pas marqués par sont de moins en moins marqués par une frontière. Et donc cette complémentarité de sexe, elle est remise en question. Bien sûr, avec l'accès des femmes à l'école, à l'éducation, au marché salarial, etc. Donc, même les figures qui sont constitutives de la virilité, comme le père, pater familias, sont désacralisées. Ce père qui avait toute autorité sur la famille. Donc, ces questions de qui sont les femmes et qui sont les hommes sont très liées à l'autre question qui est que font les hommes et que font les femmes. Et ça nous renvoie à nos places dans la famille et dans toute la société. Et d'ailleurs, pour conclure, j'avais aussi une intervenante, elle a affirmé dans le podcast qu'un homme, c'était intéressant parce que ce que je trouvais que c'était intéressant, c'est une phrase qui peut nous paraître banale, mais elle associe le statut du masculin à celui d'un homme marié qui a des enfants, c'est-à-dire qu'elle l'a replacé dans un système normatif. Elle l'a mis face à ses responsabilités d'époux et de père. Même si j'imagine que la question qui a été posée par Sofiane, c'est pas parce qu'un homme a aussi l'injonction de prendre ses responsabilités financières. C'est en lien avec les questions qui sont revenues sur les questions économiques, etc. De subvenir aux besoins de la femme, de ses enfants, de fonder une famille. Et là, on n'oublie pas que le mariage, en tant qu'institution, est tel qu'il est aussi représenté, consacré par la loi, est l'espace par excellence de l'hétéronormativité. Et ça nous renvoie à la socialisation, etc. Donc je ne voudrais pas monopoliser les paroles encore plus, mais si vous voulez, tout à l'heure, on peut revenir sur la question de la socialisation. Leïla, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sofiane? Ouais. Peut-être, ouais, moi rapidement par rapport à la Rojoula Melbzoula, moi ce qu'elle me dit comme expression, c'est qu'en fait la construction des comportements toxiques chez les
hommes, effectivement, ça commence dès l'enfance. En fait, j'ai envie de dire, ça commence peut-être même avant la naissance de ce garçon. Ça commence dès le moment où on dit que زيانيتي راك حامله بولد خيابيتي راك حامله بنت سرقات لك من الزين ديالك. Il y a toute une construction qui se fait quand on parle d'un homme dans la société. Ça commence quand on dit que l'ould doit être vraiment, le garçon doit être dans l'investigation, dans le danger, dans la prise de risque, en se bagarrant dans la rue, et en croyant qu'à ce moment-là, nous sommes en train de construire un homme et d'éduquer la fille à être beaucoup plus dans la précaution, assis-toi correctement, etc. Ça commence aussi quand on éduque les enfants à que, en fait, tout est permis pour un homme, sauf le fait qu'il ne soit pas viril, sauf le fait de ne pas être valide sexuellement, c'est-à-dire, et on le voit très bien, enfin, moi, c'est-à-dire même, راه مرضي كيضرب الناس في الزنقه ولكن راه مرضي مهمته etc. alors que c'est des choses qu'on tolère pas pour les femmes, et je crois que c'est vraiment ça qui donne à la société des hommes avec des comportements toxiques dans la société. Et oui, donc après, moi c'est juste pour répondre à une question qu'on a posée tout à l'heure par rapport à la responsabilité des femmes. Je crois que dans une société c'est difficile quand même de mettre la pression que sur les femmes, que sur les mamans, etc. Parce que quand même dans un contexte très patriarcal, un contexte très masculin, je pense que les mamans, je le dis aussi par mon vécu, par expérience, que les mamans aussi, c'est-à-dire c'est comme des gardiennes d'un système masculin. C'est-à-dire même quand une maman demande à son garçon qu'on rajle, etc., c'est vraiment parce qu'il y a tout un système derrière. Qui le père, d'ailleurs on le voit très bien quand le père dit à la maman ma hadaytish waladak, ma hadaytish bintek, ma hadaytish waladak, etc. Donc c'est vraiment très politique, comme disait professeur Leila et docteur Farid, c'est vraiment des choses à déconstruire à la fois, et je pense que tout ça commence par le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui pour pouvoir déconstruire cette masculinité toxique. Et merci. Bien, ben écoutez, je pense que Farid, tu as quelque chose à ajouter? Oui, peut-être juste quelque chose qui m'a semblé important, c'est que Rojoula fil Bzoula, je pense que Rojoula commence par la perte du sein, c'est-à-dire le sevrage. On va partir de là. Hein, c'est comme ça que quelque chose se produit, et on construit quelque chose un petit peu en dehors de ce corps à corps avec la mère. Hein, il y a quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma pratique, il y a quelque chose qui a été changé, et j'aimerais bien connaître l'avis des sociologues. Hein, mais en tout cas, dans ma pratique, ce que je vois souvent, c'est l'investissement que font les parents, père et mère. Actuellement, quand les gens se rencontrent, ils disent « je connais bak ou je connais mok ». C'est une question de référence, hein, par rapport à la masculinité, justement, par rapport à etc. Actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Après quelques mots, que font tes enfants? C'est la question la plus importante actuellement entre les couples. Hein? On parle des enfants, comme si les enfants étaient les garants de quelque chose par rapport à leur... Hein? Et là, quitter c'est quelque chose qui est compliqué pour les enfants et pour les jeunes de manière générale. Hein? Il y a quelque chose qui est du côté du lien et du côté de se libérer de quelque chose, etc., et qui est compliqué. Intervient toute la question de la dette que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos parents, etc., et comment les quitter. Or, quand la dette est importante, comment un jeune peut quitter ses parents? Et il me semble que ces questions de rapport au sein de manière symbolique maintenant
est quelque chose qui me semble travailler notre société de manière particulière et intervient cette question de masculinité quand un jeune est complètement embarqué dans cette relation où il est référence de quelque chose. Il semble qu'il y ait un blocage pour Farid parce qu'on ne l'entend plus. Ouais. Voilà, ça s'est remis. Tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Non, c'est juste pour finir, parce que ça me semble intéressant, parce que la masculinité, elle renvoie à un référent, à quelque chose de symbolique, à quelque chose du côté de l'homme, etc. Et on constate que dans notre société, il y a des choses qui sont en train d'évoluer où la référence est complètement ébranlée. Hein, et j'ai trouvé ça important à noter par rapport à notre approche de la masculinité et de savoir un petit peu les sociologues ce qu'ils en pensent. Hein, Voilà. Je pense que effectivement, je pense que nous avons abordé, ou en tous les cas, essayé d'aborder pas mal de points concernant cette thématique. J'aimerais répondre, ou plutôt pas répondre, mais en tout cas vous soumettre une question qui, au début, deux questions. La première était anonyme, mais la deuxième est signée. Et c'est la même personne. Alors elle dit, c'est dommage que l'aspect audiovisuel n'a pas été abordé dans ce café littéraire. Parce que nous avons produit, Mrzak Alouache et moi-même, sous la conduite de Fatima Mernissi, 2 vidéoclips qui expriment justement cet aspect de la masculinité, la mule indignée et la mouette dérangée. Au début, le nous, je n'avais pas compris de qui il s'agissait, puis ensuite il a ajouté, on devrait intéresser les jeunes à cet aspect de l'audiovisuel pour sortir un peu de l'académique, signé Mohamed Abdelrahman Tazi. C'est Mohamed Abdelrahman Tazi, si vous êtes encore avec nous, c'est exactement ce que nous avons voulu faire dans ce café littéraire. Il a été question au début, lorsque le thème des masculinités, l'initiative des podcasts Machi Rojola a été proposée pour le débat. Nous avons commencé par discuter d'abord, est-ce que nous allions l'aborder sous un angle académique? Et nous avons préféré, au contraire, inviter Soufiane à venir et donc l'aborder d'une manière tout à fait pratique, concrète, autour d'une initiative qui a été quand même, qui est vraiment à saluer. Bravo Soufiane, je te l'ai dit plusieurs fois et je te le répète et je crois que tous ceux qui sont là te le disent et te le répètent. Et donc, nous sommes tout à fait conscients qu'il faut que dans les cafés littéraires Fatima Mernissi, on puisse avoir une diversité de modes de communication, une diversité d'angles de débat. Nous sommes là, peut-être modestement, partis d'une initiative audiovisuelle, qui est celle des podcasts de Soufiane Nani, mais qui soulève tellement de questions et qui nous ont paru être un point d'entrer dans les transformations que nous vivons et dans les déstabilisations qu'il y a actuellement en quête peut-être d'un nouvel équilibre. Donc, je pense qu'effectivement, il faut encourager Soufiane à continuer. Il y a beaucoup de personnes qui te remercient en disant merci Soufiane, bravo pour ce que tu fais. Et je pense que nous tous, nous nous joignons pour le dire et pour te souhaiter une très bonne continuation et te dire à très très bientôt. Est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bien, ben écoutez, je vous remercie tous et toutes, les intervenants, les participants, le staff technique qui a été avec nous. Je remercie Karima, je remercie Youssef, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce café que je considère réellement comme réussi. Je ne veux pas lâcher le micro avant de vous annoncer que notre prochain
café littéraire se tiendra autour justement d'un reportage qui a été fait sur Bouya Omar et auquel Fatima Mernissi aurait contribué si je ne m'abuse. Je n'ai pas la date, mais on va l'afficher très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à bientôt. Merci à tous et à toutes.